Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur TV Vendée. L'actualité ce mercredi, c'est tout d'abord les chiffres de l'épidémie de Covid-19 en Pays de la Loire et en Vendée. L'Agence régionale de santé constate un plateau avec des indicateurs élevés mais relativement stables sur les 7 derniers jours. Le taux d'incidence est ainsi de 150 cas positifs pour 100 000 habitants. En Vendée, ce taux a baissé en une semaine, passant de 140 à 130. En milieu hospitalier, l'ARS recense près de 800 malades, dont 83 en Vendée. En réanimation, 77 patients sont toujours en soins intensifs, dont 7 en Vendée. Quant aux variants, ils représentent environ 70% des tests positifs à l'heure actuelle dans la région. Et dans le département, les campagnes de dépistage continuent pour évaluer localement la présence et la circulation du virus et de ses variants. Ce samedi 13 mars, des tests avec ou sans rendez-vous seront réalisés à Mortagne-sur-Sèvre de 8h30 à 16h à l'espace Stéphane Traîneau. Écoutez Étienne Leméga, le directeur territorial de l'ARS en Vendée. On assiste à une évolution qui est assez favorable à l'échelle de la communauté de communes du Pays de Mortagne, puisque du point de vue de l'évolution épidémiologique, on a un taux d'incidence qui a diminué de façon assez sensible entre la fin février et aujourd'hui. On était à 440 le 20 février. On a aujourd'hui un taux d'incidence qui est de 122. Néanmoins, il faut nuancer ce constat puisqu'on a à l'échelle de Mortagne-sur-Sèvre et de ses environs une incidence qui est supérieure à 300. Et des prélèvements salivaires seront également possibles pour les enfants de moins de 6 ans. Et puis à noter qu'une campagne de dépistage se tiendra aussi le samedi 20 mars à Chantonnay. Chantonnay, Mortagne-sur-Sèvre et Noirmoutier, 3 secteurs où les taux d'incidence sont les plus élevés du département. Sur le plan professionnel, désormais, cette épidémie aura eu de nombreuses conséquences depuis un an maintenant. Chômage partiel, perte d'emploi, difficultés de recrutement, mais aussi reconversion en Vendée après la fermeture de son entreprise en raison de la crise sanitaire. Isabelle Grelet s'est ainsi décidée à reprendre ses études pour passer son diplôme d'aide-soignante. Alexia Janet est allée à sa rencontre. Voilà, on va vous faire un petit soin des mains. Pour Isabelle Grelet, la crise sanitaire est synonyme de nouveau départ. À 49 ans, cette sophrologue et masseuse a dû stopper son activité il y a quelques mois quand la thalasse où elle travaillait a fermé ses portes à cause du confinement. La mère de famille enchaîne donc les remplacements dans les hôpitaux et les EHPAD. C'est là que lui vient l'idée de tout reprendre à zéro et de devenir aide-soignante. Au-delà de mon rôle vraiment de servir des plateaux repas, le soir j'aimais bien, quand mon travail était fini, aller en chambre, discuter avec les gens qui étaient seuls, qui étaient dans une grande souffrance. Un infirmier m'a beaucoup observée. Et un jour, il m'a dit, tu sais Isabelle, tu devrais faire ce beau métier parce que vraiment, il te va très très bien. Et j'ai réfléchi, c'est vrai que j'ai réfléchi, je me suis dit, mais c'est vrai que ça serait vraiment le métier passion. Elle s'inscrit alors en janvier dans une école pour suivre une formation d'1 an. Voilà, poussez sur vos jambes. Une vie loin de celle qu'elle a menée jusque-là, car avant d'arriver en Vendée il y a 2 ans, Isabelle était fonctionnaire pour la RATP à Paris pendant presque 20 ans. Il a fallu que je me trouve, grâce au Covid quelque part, parce que pour moi il a été voilà. Et ça m'a permis voilà de trouver mon chemin, de trouver ma voie. Et je me dis ça a été un mal quelque part pour un bien, parce que je me suis retrouvée dans le bien-être. Donc c'est vraiment quelque chose en fin de compte, je crois que j'ai construit mon petit bonhomme de chemin, comme on dit, parce que j'ai toujours donc été attirée par ça, le bien-être. Ce déclic, elle n'est pas la seule à l'avoir vécu. L'Institut de formation des aides-soignants de La Roche-sur-Yon observe cette année une augmentation de personnes en reconversion professionnelle. Sur la promotion de janvier, 61% des élèves ont plus de 30 ans, contre 34% l'année dernière. Je pense que les gens, l'année dernière, lors du Covid, quand on a été un petit peu enfermés chez nous, les gens ils ont pris le temps de se poser, de réfléchir sur leur vie, et ils se sont peut-être aperçus que justement, c'était pas ça leur vie. Et ils ont eu cette envie de changement, de ne plus être dans cette spirale infernale. Il lui reste désormais un stage et plusieurs modules à valider avant d'obtenir son diplôme. À partir de là, pourra commencer sa nouvelle carrière. Au chapitre environnement, direction Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec la problématique
Année après année, comme un peu partout sur le littoral, des goélands argentés. Cette espèce protégée, avec le recul de son habitat naturel, s'est installée en nombre dans le centre-ville de la commune. Une situation qui n'est pas au goût de certains riverains qui se plaignent de l'agressivité de quelques oiseaux. Alors chaque année, depuis 2015, des campagnes réglementées de stérilisation des œufs sont organisées pour tenter de les faire déménager vers des zones moins peuplées. Reportage à Saint-Gilles, signé Grégoire de Châtillon. Ils font partie du décor. Ils enchantent le littoral, mais dans le centre-ville, c'est une autre histoire. Ces goélands gênent, ils seraient même parfois agressifs. Si les gens ont une terrasse et viennent dans ce périmètre-là, l'oiseau va se mettre en position de défense et va pouvoir charger pour effrayer, voire éventuellement donner un coup de bec à la personne qu'il considère comme un agresseur. Par exemple, un enfant qui a un chichi, il peut considérer que c'est une proie facile finalement pour s'alimenter. Donc il y a toute une démarche de pédagogie et de sensibilisation qui est menée par la ville pour expliquer qu'il ne faut pas nourrir cette espèce protégée. Le goéland argenté est une espèce protégée de loin, la plus présente ici, avec l'urbanisation qui s'étale, couplée à l'abondance de nourriture au cœur de la ville. La station balnéaire, qui n'est pas la seule à rencontrer ce type de problème avec cet oiseau, s'est emparée du sujet depuis 2015 à la demande de ses habitants. Chaque année, elle procède donc à une campagne de stérilisation. En général, c'est une huile essentielle qui va venir effectivement rendre l'œuf stérile. Alors stérile, ça veut juste dire que comme l'œuf est dans un stade de développement très faible, la coquille va devenir imperméable et ça va étouffer dans l'œuf en fait, tout simplement. Et comme l'œuf reste en place dans le nid, l'oiseau ne se rend pas compte qu'il n'est plus viable et ne fait pas de pompe de remplacement. L'objectif de la stérilisation est de faire comprendre aux goélands que l'endroit qu'ils ont choisi ne convient pas. Ils pourront alors partir chercher un autre endroit. Depuis 6 ans, bien des conflits ont été réglés entre les goélands et les habitants, selon la mairie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et parlons désormais d'histoire dans ce journal avec cette cérémonie il y a quelques jours pour honorer la mémoire de près de 600 victimes du massacre des Lucs sur Boulogne à la fin du mois de février 1794 lors des guerres de Vendée. Une commémoration organisée à la chapelle du Petit Luc par l'association du Souvenir vendéen créée en 1932. Là, on est vraiment sur le lieu le plus terrible. Et on le sait, puisque les curés ont échappé, sont cachés, etc. Et ils ont relevé tous les noms de ceux qui ont été massacrés. Donc on a des relevés très précis de ce qui s'est passé. Et ici, on est vraiment dans un des hauts lieux des massacres, même si à peu près 200 000 personnes sont mortes pendant les 16 mois qu'ont duré les guerres de Vendée, sur ce grand territoire de la Vendée. Ici, on est à l'apogée de la monstruosité. Et puis toujours à propos de patrimoine, opération exceptionnelle à la Gaubretière, la flèche de l'église, absente depuis un incendie en 1877, vient d'être remplacée. Un chantier délicat auquel de nombreux riverains ont assisté. Les cloches de l'édifice en restauration depuis 2 ans ont elles aussi été réinstallées. Reportage Cyril Guillet. Ravagée par un incendie en 1877, la flèche de l'église de la Gaubretière n'avait jamais été remplacée. Mais aujourd'hui, son retour suscite un véritable engouement. C'est important pour la population. Vous voyez le monde qui se trouve ici à regarder l'événement. On est tous contents de retrouver cette flèche disparue déjà depuis plus d'1 siècle. Même les écoles de la commune avaient fait le déplacement pour immortaliser cet événement. Car en retrouvant sa flèche, c'est aussi un peu de son identité que retrouve la commune. Une flèche, c'est un symbole, c'est le point culminant, c'est l'image et c'est ce qu'on voit en premier quand on arrive sur le lieu. Les premiers diagnostics avaient été lancés en 2015 par l'équipe municipale précédente. Aujourd'hui, le projet touche à son but et cela commence par la mise en place des cloches qui se faisaient discrètes depuis un moment déjà. Ça fait 2 ans qu'on n'entend plus les cloches. On ne sait jamais l'événement, ni la messe le dimanche, ni les enterrements, ni les baptêmes. Alors ça nous manque. Restaurées par une entreprise spécialisée implantée en Autriche, les cloches ont chacune leur tour repris leur place dans le beffroi. A noter que celle-ci, baptisée Marie-Charlotte, est classée et datée de 1759. Allez, c'est parti. Elle présentait en fait des désordres au niveau de la jupe intérieure. Elles étaient assez usées. Et au niveau du cerveau,
dans le cerveau de la cloche sont pris les anses et il y avait des fissures sur les anses qui pouvaient provoquer un éclatement du cerveau. Avec respectivement 300, 500 et 700 kilos, la manœuvre est impressionnante. Mais le clou du spectacle est bien entendu la levée de cette flèche qui affiche 16 mètres de long. Ce qu'il faut savoir, c'est que la flèche, elle est placée sur un fût qui est à l'intérieur de la chambre des cloches en haut. Ce fût est reconstruit par contre en chêne. Le beffroi des cloches est en chêne et la flèche est en Douglas. Et donc c'est une construction contemporaine mais qui redonne la forme à la flèche initiale. En plus de la couverture, des travaux de restauration intérieure-extérieure sur la partie 19e vont être lancés. Plusieurs années seront nécessaires pour venir à bout de ce chantier. Les cloches, elles, devraient résonner à nouveau sur la commune dès l'automne prochain. On termine avec Dig Radio qui lance sa nouvelle émission appelée Le Rendez-vous des Canailles, une émission pour traiter de l'actualité vendéenne avec humour. Autour de la table, 6 invités, des humoristes et comédiens locaux ainsi que 2 présentateurs dont Mademoiselle Reg alias Régine Berthaud. C'est un programme que je souhaitais depuis de nombreuses années en fait, même avant d'avoir créé Dig Radio. Un programme qui mêle humour, voilà, et puis aussi interactivité avec les auditeurs. Vraiment de la libre antenne pendant 2 heures sur Dig Radio. Et l'humour, voilà, il y en a bien besoin en ce moment. Éviter ce climat anxiogène. Voilà, je pense que les auditeurs ont besoin de rire et de se changer les idées. Donc vous pouvez assister à l'émission en Facebook Live, puisqu'elle n'est pas en public. Peut-être qu'un jour elle sera en public, je l'espère en tout cas. Les prévisions météo pour demain et retour de la pluie ce jeudi, principalement dans la matinée. Côté température, comptez entre 11 et 13 degrés pour les maximales. L'après-midi, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain de 7h à 9h pour la matinale. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.